Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons le grand plaisir de recevoir Nora Bussini ce soir, donc journaliste à Franc-Tireur et Au Point, et autrice du livre Les Nouveaux Antisémites, paru aux éditions Albin Michel. Donc Nora, vous avez mené une enquête d'investigation au cœur de l'ultra-gauche française pendant un an. Vous vous êtes immergée dans des milieux militants, universitaires, associatifs, où se croisent des discours féministes, queer, décoloniaux et pro-palestiniens. Votre livre dévoile les ambiguïtés, les dérives de ces espaces où, au nom de causes progressistes, se diffuse parfois un antisémitisme réinventé, dissimulé sous des langages de combat social ou de la critique post-coloniale. Vous avez récemment été auditionné à l'Assemblée nationale pour ce travail d'infiltration et d'analyse, qui a d'ailleurs été salué pour son courage. Vous avez par ailleurs reçu le prix Edgar Faure 2025, qui récompense les ouvrages contribuant au débat démocratique. Ce soir, nous allons donc revenir avec vous sur ce parcours d'enquête, sur les zones grises de l'antisémitisme contemporain, sur la manière dont le juif est redevenu un objet de haine commune, sur les dangers politiques et culturels que cela fait peser sur notre société, et notamment à l'approche des municipales en mars 2026. Alors, une première question sur la méthode et votre démarche journalistique. Vous avez mené une enquête infiltrée pendant un an dans les milieux de l'ultra-gauche. Comment avez-vous préparé cette immersion et quelles ont été les situations les plus marquantes, voire les plus dangereuses? Merci à tout le monde d'être aussi nombreux, une salle comble, chapeau bas, pour un lundi soir, merci. Je suis vraiment contente d'être là, ça fait du bien parce qu'en ce moment c'est pas facile, on en reviendra sans doute peut-être, et il y a la haine en ligne, mais il y a la réalité, et c'est des réalités comme ça qui font du bien vraiment, donc merci à vous. Alors, effectivement, c'est une enquête en immersion, quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, pourquoi ? Parce que cette enquête, je l'ai démarrée comme une sorte de manque de contrôle. Ça m'a échappé comme une pulsion le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, ou plutôt le lendemain, le 8 octobre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti un précédent ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs, où j'avais beaucoup travaillé sur les milieux notamment LGBT, féministes, antiracistes, etc., pour savoir s'il existait réellement ce qu'on appelle un wokisme, et surtout est-ce qu'il y avait une radicalité au sein des luttes progressiste. Et cet ouvrage, Les Nouveaux Inquisiteurs, qui a pas mal fait réagir déjà à l'époque, est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Et le 7 octobre, donc le lendemain, quand on assiste tous aux images abominables qui défilent en HD sur nos téléphones, sur nos smartphones, moi j'ai un réflexe journalistique un peu étrange, c'est que je vais immédiatement réactiver un de mes faux comptes. Parce que pour les besoins de l'enquête, j'ai beaucoup de fausses identités en ligne, des fausses identités alimentées, dans le sens où j'ai plutôt pas mal d'abonnés. Il y a un compte, je suis quasiment à 2000 abonnés, où je publie énormément de contenu dans la ligne de ce que je recherche et sur ce sur quoi je veux investiguer. Donc, avec ces fausses identités, ces légendes, je suis tantôt une étudiante, tantôt j'étais une prof avant, voilà. Et du coup, ils sont très crédibles parce que dès lors que je veux investiguer, je vais pouvoir contacter des collectifs, contacter des figures militantes, politiques, etc. Et eux vont immédiatement vérifier à qui ils s'adressent, qui est l'interlocuteur. Et là, s'ils voient que je suis allée, par exemple, à telle ou telle manif, que j'étais à tel endroit, que je connais telle personne, et ben je suis beaucoup plus crédible. J'ai un CV militant authentique. Et donc, en fait, le lendemain du 7 octobre, je réactive un de ces faux comptes, qui était un faux compte que j'avais utilisé pour cette précédente immersion, et donc qui était connecté à énormément de collectifs féministes, LGBT, antiracistes. Et là, je tombe des nues. Je tombe des nues, pourquoi ? Puisque, outre le silence absolument pesant, quand on sait qu'à chaque fois, on avait beaucoup de féministes qui, à raison, soulignent les cas de viol, les cas d'agression sur les femmes, étaient soit silencieuses, soit certaines figures féministes très suivies sabraient le champagne et se réjouissaient en disant à quel point c'était beau ce à quoi on assistait, parce qu'enfin, le colonisé se rebellait contre le colon, qu'enfin l'opprimé luttait contre l'oppresseur. Et là, je me suis dit, on est dans quelque chose d'encore plus dur que ce que tu pensais. Parce que jusqu'avant, je me disais vraiment, l'antisémitisme était l'angle mort des luttes militantes progressistes, mais là, c'est comme si les masques tombaient.
Et dès lors, je me suis immédiatement employée à repérer des collectifs qui se formaient tout juste. Maintenant, vous les connaissez pour certains, Urgence Palestine, qui est en passe de dissolution par le gouvernement. Rima Hassan, qui à l'époque n'était pas élue eurodéputée, et moi que j'avais commencé à suivre, ce qui m'a permis de prendre des captures d'écran dès le 7 octobre, de choses qu'elle avait pu supprimer, des figures, etc., qui du coup se sont mises très rapidement à exploser en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu opter pour cette méthode qui est l'infiltration, puisque déjà avec ces précédents ouvrages et encore plus là, dès lors qu'on veut faire du journalisme basique, qui s'appelle notamment pratiquer le contradictoire, je pense que tu sais ce que c'est-à-dire que vous allez contacter les personnes sur lesquelles vous travaillez pour avoir un dialogue, pouvoir incorporer leurs réactions, leurs avis aussi, parce que c'est important de se confronter et ne pas faire des choses qu'à charge. Et de toute façon, c'est obligatoire. Et bien à chaque fois, moi, on me le refuse sous prétexte que je serais une journaliste fasciste d'extrême droite, parce que je travaille pour Le Point et pour Franc-Tireur. Et maintenant, je suis en plus une sioniste, de par le travail que je mène. Et donc, on me refusait toute forme de contradictoire, donc je me suis dit, en fait, la vérité, je vais aller la trouver moi-même. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Et alors, sous pseudo, voilà, et de manière cachée. Donc, vous avez utilisé des faux comptes, vous allez à des manifestations, oui. Donc l'infiltration. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été en difficulté? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes mis en danger? Alors, techniquement, oui. Puisque déjà, moi, dès le début, je tâtonnais. J'ai failli me faire griller à plusieurs reprises. Il y en a une où vraiment c'est pas passé loin, je le raconte en détail dans le livre. Mais déjà, dès le début, je tâtonnais. Pourquoi? Puisque j'allais à beaucoup donc, de manifs, pas forcément des énormes manifs, hein. J'en ai fait dans toute la France, mais je suis allée aussi en Belgique et sur le campus de Columbia aux États-Unis. J'ai participé à des manifs, des actions, des groupes de parole, dans des squats, au fin fond de Pantin. Voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Et en fait, dès le début, je voyais que j'avais pas le bon jargon. Parce que par exemple, à un moment, j'ai dit le mot Israël. Et là, je sais que j'avais vu des regards. Vous le racontez, c'est le mot. Vraiment, ils disent jamais Israël. Il y avait eu des regards, mais un peu effarés, parce qu'on dit l'entité sioniste. Ou alors Israël, ils vont l'écrire avec le Hel, H-E-2-L pour enfer. Ou par exemple, à un moment, j'ai dit Tsahal. Et alors là vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont regardé de manière très, très, très méfiante, parce qu'ils ne disent jamais de Tsahal. Dès le 8 octobre, ils disaient l'armée génocidaire. Donc en fait, voilà, c'est des mots à avoir, des connaissances à maîtriser. Vous n'aviez pas les codes encore? Non, j'avais pas les codes. Et c'est pour ça que j'ai dû passer par une grosse phase de travail sur les réseaux sociaux, de veille numérique, de recueillir des témoignages. Énormément pour ce livre, j'en ai recueilli plus d'une centaine. Et pour après pouvoir adapter mon discours et savoir quoi dire et surtout préparer ma légende. Et pas vous griller. Ouais, et ma légende, c'était une étudiante tardive qui n'y connaît strictement rien, ne maîtrise aucun vocabulaire, n'a aucune connaissance, mais à un stade extrême, hein, pour justement donner la pression d'être la plus perméable possible, la plus poreuse à un discours radical, pour que je le donne l'impression d'être façonnable. Et c'était ce que je voulais pour qu'après je puisse retranscrire pour dire voilà, le discours qu'on nous donne. Formez-moi, apprenez-moi. Apprenez-moi, exactement. Alors, vous dites que le 7 octobre a marqué un tournant qui a reconfiguré les discours et les alliances autour d'Israël et du juif. Expliquez-nous comment vous pensiez qu'avant, c'était d'autres, notamment la police, qui pouvaient rassembler ces luttes, et comment, après le 7 octobre, la haine du juif a rassemblé tout ce monde, en fait, tous ces collectifs, toutes ces causes. Effectivement. Alors, l'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est? L'ultra-gauche, ce sont différents courants, aujourd'hui sous la forme de collectifs militants. On va avoir aussi bien des écolos radicaux, des antifas, du Black Bloc, des militants décoloniaux. On va avoir vraiment un gros panel. Et le propre de l'ultra-gauche, c'est qu'ils ont en commun un rejet des institutions démocratiques et un rejet de l'État, pas du gouvernement, attention, parce qu'on a tout à fait le droit d'être critique du gouvernement, évidemment, de l'État en tant que tel. Et donc, cette ultra-gauche-là était extrêmement polarisée, et ça bien avant le 7 octobre, avec beaucoup de problèmes à s'unir. Ils rêvaient depuis toujours de ce qu'on appelle la fameuse convergence des luttes. Nous, on le scandait, hein, c'est vraiment un message. La convergence des luttes, elle était attendue. Et pour être une grande lectrice de George Orwell, peut-être comme certaines personnes ici, George Orwell l'explique très bien dans 1984 que l'ennemi commun, la figure d'un ennemi commun, parvient à fédérer des foules qui vont être
extrêmement fragmenté. Et avant le 7 octobre, quelques mois auparavant, je pense que vous vous rappelez qu'il y a eu le décès du jeune Naël Merzouk, qui a été tué lors d'un contrôle de police. Et donc, en l'occurrence, rappelez-vous, les banlieues, et pas que les banlieues, se sont embrasées. Et là, moi, je me suis dit, ça y est, je pense que cette convergence des luttes, elle va parvenir à se faire autour d'un ennemi commun qui est la figure du flic, du policier. Et j'avais déjà travaillé sur mon précédent livre sur les mouvements antifascistes et comment la haine du flic, elle est omniprésente. Mais finalement, c'est retombé assez vite parce que la figure du policier, du flic, elle ne va pas cristalliser autant de haine que la figure du juif, ou plutôt du sioniste, comme eux vont l'appeler, et de ses complices, qui, elle, est vraiment un catalyseur de toute forme de haine et qui permet, moi je l'ai vu, de faire avancer main dans la main des figures qui prônent un islamisme et des figures LGBT ou féministes. Et, les trans pour la Palestine, oui. LGBT pro-Hamas, c'est toutes ces... vous parlez des nouveaux antisémites. Qu'est-ce qui distingue ces nouveaux antisémites des antisémites traditionnels d'extrême droite? C'est important déjà. En termes de haine des juifs, qu'est-ce qui les distingue? Alors déjà, il faut savoir que l'antisémitisme à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche est le même. Il a simplement changé de costume, mais on a les mêmes tropes antisémites. Je vais y revenir juste après. Mais il y a aussi des connexions factuelles. En l'occurrence, déjà, pourquoi mon livre s'appelle « Les nouveaux antisémites ?» Non pas, comme vous le soulignez très justement, l'antisémitisme ne date pas d'hier. Ce qu'il y a de nouveau, c'est des vecteurs. Les nouveaux vecteurs qui n'étaient pas présents pour la première et la seconde intifada, que sont les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok, X, ex-Twitter, qui ont offert des vecteurs surpuissants à des antisémites capables de pouvoir diffuser un discours ultra-radical et surtout d'instrumentaliser, et ça c'est important, je le rappelle à chaque fois, parce que je pense que dans chaque interview que je fais, après il y a des gens qui me disent « mais vous vous rendez compte, elle s'en fout de ce qui se passe en Palestine ». Moi ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une instrumentalisation d'une empathie légitime pour le sort des civils palestiniens. Et cette instrumentalisation a un but qui est de radicaliser énormément de jeunes, notamment la génération Z, qui est née après 1995, et on va y revenir tout à l'heure, qui va être primo-votante. Et c'est pour ça que c'est important. Instrumentaliser leur empathie pour les radicaliser en les faisant soutenir le terrorisme. Et quand on leur explique de manière très prosaïque, tu as tout à fait le droit de dénoncer la mort de Palestiniens, bien au contraire, mais il y a une différence entre les soutenir et applaudir des terroristes islamistes. Et ça, c'est quelque chose vraiment que cette génération Z a beaucoup de mal à comprendre. Et alors pour... je dis, qu'est-ce qui différencie les nouveaux antisémites, de l'ultra-gauche, des antisémites plus traditionnels qu'on connaît mieux de l'ultra-droite, notamment par rapport à... Vous expliquez que Jordan Bardella, et avec TikTok, il a aussi énormément catalysé la génération Z. Donc on voit que c'est les mêmes méthodes. Oui, d'ailleurs, les deux figures les plus suivies sur les réseaux sociaux par cette génération Z, c'est Rima Hassan et Jordan Bardella. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Rima Hassan, moi je m'étais amusée à l'époque, peut-être que ça a changé depuis, à regarder le nombre de personnes de politiques sur lesquelles elle s'acharne sur ses réseaux sociaux, sur son compte Twitter. Elle s'acharnait beaucoup plus sur un Karim Bouamran, élu socialiste de Saint-Ouen, une Carole Delga, un Michael Delafosse, que Jordan Bardella, par exemple. Alors que de l'autre côté, elle va se targuer d'être, tout comme la France insoumise, d'être le rempart au Rassemblement national. Et donc, c'est ça que vous appelez, qu'elle appelle la gauche coloniale. La gauche coloniale. Avec une liste de personnes. La liste de la gauche coloniale. Elle s'en prend par exemple à Pernelle Richardot, qui témoigne dans le livre, qui est élu à Strasbourg, notamment, qui fait un sacré boulot face à la mairie et les dérives. Mais surtout, dans l'ultra-droite et l'ultra-gauche, c'est qu'il y a des connexions factuelles. Dans le livre, j'ai pu révéler que, par exemple, Rima Hassan avait retweeté à 2 reprises Alain Soral. Elle a retweeté une quenelle de Dieudonné. Donc la quenelle de Dieudonné, c'est un geste antisémite qui est une référence directe au salut nazi que lui a voulu employer en le détournant de manière ce qu'il prétendait être humoristique. Dans tous les cas, Dieudonné a été condamné quand même pour antisémitisme. Donc il y a vraiment cette porosité, il y a des connexions. On voit qu'il y avait des connexions entre Ouria Boutedja et Alain Soral, par exemple, Ouria Boutedja, que je cite beaucoup dans l'ouvrage. Et surtout, il y a les mêmes tropes antisémites. Des tropes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des, comme tu le sais, des références et des clichés. C'est-à-dire que
qu'à l'ultra-gauche, le trope antisémite comme quoi les Juifs ont de l'argent, les Juifs ont le pouvoir. C'est les sionistes, mais ils le disent. Ils ont les mêmes. C'est exactement. Bah, moi, il y a une formation d'urgence Palestine où ils nous disaient, voilà, ils disent pas le mot juif, mais ils vous disent les sionistes contrôlent les médias, contrôlent le gouvernement, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoir, ils viennent influencer, manipuler. Donc nous, notre but, c'est de lutter contre les sionistes qui dirigent et qui contrôlent tout. Pardon, mais c'est exactement des clichés antisémites basiques qu'on retrouvait au GUD il y a des années. Et ça doit être encore tout à fait le cas. Hein. C'est juste le GUD a été dissous. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, vous expliquez même que dans le programme d'Horia Boutedja, donc vous allez peut-être pouvoir expliquer qui elle est, ce qu'elle représente le mouvement décolonial, que ce qu'elle veut, c'est la convergence des luttes et prendre le pouvoir avec notamment l'extrême droite. On disait justement qu'il y avait la revue d'extrême droite Éléments qui avait salué un livre et fait une très grande recension du livre de Boutedja, Les beaufs et les barbares. Est-ce que vous pouvez expliquer comment il projette de prendre le pouvoir en s'alliant comme ça, en faisant un pont entre les deux? Alors, dans le cas d'Horia Boutedja, c'est marrant parce que des militants me racontaient qu'en 2009, il y avait une manif à Rennes où il y avait Horia Boutedja. Horia Boutedja, c'est une figure de l'ultra-gauche décoloniale. Elle est la cofondatrice du Parti des indigènes de la République, qui est un parti qu'on appelle le PIR et qui porte bien son nom, en l'occurrence parce que eux, c'est PIR. Et dans le cas de ce parti, il y avait un véritable rejet assumé des lois de la République et particulièrement de la laïcité, au motif que la laïcité serait, je cite, islamophobe. Et donc, dans le cas d'Horia Boutedja, elle a sorti un livre abominable, il y a plusieurs années maintenant, je ne saurais plus dire l'année, qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous ». Ce livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'était d'un antisémitisme crasse, vraiment. Alors là, pour le coup, c'était, au moins à l'époque, il y avait de ça positif que toute la classe politique et même les médias condamnaient cet ouvrage d'Horia Boutedja, où il y avait non seulement l'antisémitisme, mais beaucoup d'homophobie aussi dans cet ouvrage-là. Et Horia Boutedja avait été un petit peu, elle qui était assez sur le devant de la scène, avait quand même perdu en influence. Mais depuis le 7 octobre, elle revient énormément sur le devant de la scène. Elle devient le parangon des luttes décoloniales. Et elle, ce qui est intéressant, c'est que dès le 7 octobre, elle reprend une thèse d'un de ses comparses du Parti des indigènes de la République, qui est une thèse extrêmement importante si vous voulez comprendre ces luttes-là. Ça s'appelle la preuve par la Palestine. La preuve par la Palestine, c'est important. Elle, dès le 7 octobre, elle l'explique. Elle dit, vous pourrez mesurer mesurer le soutien que vous allez porter à des figures politiques, à des figures militantes et même à des amis, à qui vous voulez, à la manière dont ils seront capables d'être les plus radicaux possibles sur la question palestinienne. Donc surtout, en gros, ne vous embarrassez pas de politiques comme le Parti socialiste, par exemple, qui vont condamner le 7 octobre ou qui vont dire qu'il s'agit de terroristes. Tout ça, c'est des preuves que justement, ils ne sont pas assez radicaux, pas assez prêts pour justement être les élus qu'il faut pour notre cause. Et dans le cas d'Horia Boutedja, moi j'ai retrouvé des textes qu'elle a écrits, que je cite dans le livre. Elle n'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres de paroles d'honneur, qui sont une sorte de média qu'ils ont ensemble. Hein. On ne peut même pas appeler ça un média. Ils expliquent très bien comment leur but est de radicaliser la France insoumise. Ils le disent, on va les radicaliser un par un. D'autres l'expliquent très bien qu'en gros, le combat, la révolution se fera avec ou sans les urnes. Et ça, il faut vraiment comprendre, parce que cette volonté de chaos, c'est ce qui est le socle commun entre une ultra-gauche et l'islamisme. Puisque le propre de l'islamisme, quand on travaille beaucoup sur les frères musulmans, on sait que eux, leur but, c'est vraiment un moment de déstabilisation au profit de justement venir imposer une doctrine ultra-radicale, en l'occurrence l'islamisme. Voilà. C'est ça, c'est qu'ils expliquent que ils vont essayer d'avoir un maximum de mairies, de municipalités, ils vont essayer par les urnes, que sans les urnes, on imagine, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on l'imagine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les réseaux islamistes ont infiltré tous ces milieux, que ce soit par exemple Samidoun, si vous pouvez nous expliquer comment dans toutes ces manifs on voit des drapeaux de la République islamique d'Iran,
comment on voit des soutiens d'Erdogan. Et existe-t-il en fait un réel risque d'action violente et d'infiltration terroriste au-delà des urnes? Est-ce qu'il y a un danger terroriste? Alors oui. Oui, dans le cadre de ce livre, j'ai travaillé beaucoup sur Samidoun. Samidoun, c'est une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, l'Allemagne, Israël, parce qu'elle est la façade du Front populaire de libération de la Palestine, organisation classée terroriste qui a participé au pogrom du 7 octobre et qui, le Front populaire de libération de la Palestine, a été formé par la République islamique d'Iran. Tout est extrêmement connecté. J'en parle beaucoup dans le livre parce que moi, je les ai suivis, Samidoun, sans qu'ils le sachent. Pendant 1 an et demi, j'ai rejoint leur boucle Telegram. Je suis allée à plusieurs de leurs rencontres, même très confidentielles, pour pouvoir dialoguer avec eux, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir même dire, voilà, je veux vous aider financièrement, comment vous aider, pour pouvoir savoir avec qui ils étaient liés aussi financièrement, ce qui est assez utile. Et dans le cas du terrorisme, Samidoun, par exemple, a un accès direct à des salles municipales, c'est ce que j'explique dans le livre, dans plusieurs villes de France, je les liste dans l'ouvrage, pour notamment organiser des événements avec des enfants, parce que la cible de Samidoun, c'est les jeunes. On voit Samidoun, par exemple, qui a fait un entrisme à Sciences Po, rue Saint-Guillaume à Paris, qui était vraiment présent directement au moment où tout a commencé à exploser, juste après que le campus ait reçu Rima Hassan, comme l'avaient prédit les étudiants juifs et non juifs de Sciences Po, qui avaient dit attention, à partir du moment où vous allez recevoir Rima Hassan, il va y avoir je vais l'expliquer juste après, ça va exploser. Et Samidoun, par exemple, leur but, c'est vraiment d'agir au maximum avec les enfants, faire des ateliers de dessin où ils envoient des lettres aux terroristes. Eux les appellent les martyrs, des lettres pour les soutenir, les adolescents. Et là, par exemple, on va les trouver, c'est une photo que j'ai prise à Fontenay-sous-Bois, à un match de foot dans une salle soutenue par la municipalité. Donc on les voit, c'est la technique de Samidoun, ils sont toujours à entièrement cacher l'entièreté de leur visage, puisqu'ils savent très bien qu'ils sont classés terroristes, pas encore en France, ça ne serait tardé. Mais donc l'idée, c'est vraiment de s'habiller, de se grimer comme des terroristes du Hamas ou du Front populaire de libération de la Palestine, et de faire réagir les enfants. Donc là on les voit. Donc là, cette salle a été prêtée par la mairie de Fontenay-sous-Bois. Oui, c'est ça, c'est une salle. D'ailleurs, vous le voyez dessus, Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Voilà. Et donc la mairie est au courant de ces bien sûr, images. Tout à fait, la mairie est au courant. Mais je raconte. Je ne sais pas si tu projettes. Je vais regarder ce que tu projettes parce qu'en fonction, je vais expliquer. Il y a la même chose à Ivry-sur-Seine. Alors, j'ai pas Ivry. J'ai par exemple c'est à Londres. La République. Alors là, la République, tout est connecté. Là. Dans l'ouvrage, je parle beaucoup de la République islamique d'Iran et comment des influenceurs qui ont un demi-million d'abonnés, beaucoup de jeunes, utilisent la cause palestinienne comme cheval de Troie pour en venir à faire soutenir le régime de la République islamique d'Iran qui tue des hommes et des femmes par centaines et par centaines chaque année. Et encore, je crois qu'on est même à beaucoup plus. Et dans le cas de Samidoun, c'est leur mode d'action. Zoomer. Salle municipale. Parce que là... Elle est importante. Là, ils n'étaient pas très contents que je la balance, cette photo. Salle municipale. On va y arriver. On voit Thomas Porte, député de la France Insoumise. Et donc là, on ne le voit pas sur cette photo-là, mais il y a à côté Adel, porte-parole de Samidoun. Mais il y a aussi des membres des soulèvements de la terre, je vous en parlais tout à l'heure, l'écologie radicale. On a Elias Dimzalen, dont j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, on avait sorti les vidéos, j'y étais quand il avait appelé à faire un intifada. Intifada, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un soulèvement armé. Il y a un intifada de Paris à Gaza. Ils étaient tous là pour le soutenir juste avant son procès. Donc. Et là, il faut se rendre compte, et c'est ce que j'expliquais quand j'ai été auditionnée à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qu'on a beaucoup d'élus qui représentent des cautions républicaines. Parce que ne croyez pas que dans ces événements-là, il n'y a que des radicaux complètement malades mentaux. Les élus. Voilà, qui soutiennent le terrorisme. Alors là on voit Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait, avec Salah Hamouri, Rima Hassan. Voilà. Alors on a quand même Marine Tondelier qui a fait un câlin à Salah Hamouri, donc il y a Europe Écologie Les Verts aussi. On n'est pas dans l'écologie radicale. Non, c'est un parti politique. Parti politique qui, le 7 octobre,
condamnait les attaques terroristes qui s'étaient produites. D'ailleurs, Rima Hassan, moi j'ai ressorti des tweets qu'elle a supprimés, où elle était très en colère contre Europe Écologie Les Verts, contre François Ruffin, parce qu'il condamnait les attaques terroristes du 7 octobre et qu'elle ne les condamnait pas. Elle ne les condamnait pas au moment du 7 octobre. Alors là, je vais montrer une vidéo qui a eu lieu le 7 mars, une vidéo d'une manifestation féministe. Alors, cette manifestation c'est une manif de nuit qui s'est tenue le 7 mars 2025 à Paris. Le préfet, à l'époque préfet, qui aujourd'hui est maintenant ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait demandé son interdiction. Pourquoi ? Parce que cette manif était co-organisée par Samidoun, cette organisation dont je vous parlais tout à l'heure. Samidoun a phagocyté, avec Urgence Palestine, toutes les luttes féministes. Déjà dès le 8 mars 2024, quand on a vu des femmes juives qui se prenaient des tessons de bouteilles, des jets de tessons de bouteilles sur elles au sein de la manifestation, sous prétexte qu'elles étaient des sionistes et que les sionistes n'avaient rien à faire dans les mouvements palestiniens, vous voyez le lapsus, dans les mouvements féministes. Mais alors, il est important aussi de le spécifier, c'est que à aucun moment ces collectifs féministes juifs ou iraniens, Nous vivrons et femmes Azadi, n'ont empêché les féministes de dénoncer ce qui se passait en Palestine et à Gaza. À aucun moment. C'était plus qu'elles souhaitaient aussi revenir pour pouvoir parler des femmes torturées, tuées, violées le 7 octobre. Mais on les a empêchées sous prétexte que la cause et l'urgence n'étaient que la Palestine. Et là, donc ce 7 mars, qui est une manif féministe radicale qui se tient de nuit, elle avait été empêchée, mais ça n'a pas loupé, ça ne s'est pas fait parce que le Conseil d'État a bloqué la demande. Tout passait, hein, mais si le Conseil d'État retoque, ça a pu se tenir, parce qu'il y avait justement une glorification du terrorisme qui était portée par Samidoun, qui avait mis en avant des figures de féministes, enfin de féministes, de femmes, eux disaient des féministes, qui étaient des terroristes, soit des femmes de terroristes du Hamas ou du FPLP, soit elles-mêmes des terroristes. C'est pour ça qu'il a demandé d'interdire. Comme toutes les interdictions, ça a fait un effet Streisand, qui a fait qu'il y a eu plein de monde. Et donc là, ils appelaient à faire un intifada, donc comme je vous l'expliquais, un soulèvement armé. Et par exemple, j'ai fait énormément de manifestations où on scandait qu'il fallait qu'on fasse en France un déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom donné à l'attaque terroriste du 7 octobre. Sur des boucles Telegram, il a déjà été expliqué, je le raconte dans le livre, qu'on nous invitait à faire un déluge d'Al-Aqsa ensemble avec tout ce qu'on pouvait trouver ou se mettre sous la main, des couteaux, des armes, n'importe quoi. Donc l'idée était donc, c'est comme si moi j'allais dans un autre pays, je disais faire un Bataclan. En 1000 fois pire, même si c'est déjà abominable, c'est exactement la même chose. C'est faire un 7 octobre en France par tous les moyens possibles. Et donc dans le cas de Samidoun, on les retrouve dans beaucoup de villes de France, connectés à des collectifs qui sont soit dissous, comme Palestine vaincra à Toulouse, soit en passe de dissolution, avec un accès privilégié à des salles municipales. On les trouve au sein d'universités. Dans les universités, on voit qu'à partir du moment où ils interviennent, ils radicalisent des mouvements d'étudiants qui initialement étaient certes, comme tout étudiant, très engagé, hein, parce que c'est le propre d'être étudiant et d'être engagé, de dénoncer ce qui se passe, mais on voit comment ils les radicalisent, et j'ai expliqué, et c'est pour ça que je me suis rendue sur le campus de l'Université libre de Bruxelles, voilà, donc en Belgique, où je montre comment, quand Samidoun peut totalement s'installer, qu'est-ce qui se passe et à quel point ils peuvent radicaliser jusqu'à ce qu'il y ait une agression physique sur un étudiant juif, qu'il y a eu plusieurs étudiants et étudiantes qui ont été agressés physiquement au cri de, par exemple, c'est un sale juif, il faut le taper. Donc il y a ce courant-là qui est ce courant de Samidoun soutenu par la République islamique d'Iran, qui est un courant violent dont le but est vraiment de l'action rapide et efficace et agressive. C'est eux qui ont le 8 mars 2025, le lendemain, ont empêché donc les féministes juives et iraniennes de défiler avec le reste du groupe. Mais il y a aussi une autre frange, la frange sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle que je suis allée voir jusqu'à Columbia aux États-Unis, qui est liée aux frères musulmans.
eux ne sont pas liés à Samidoun, c'est pas le même lien. Les frères musulmans, eux, n'ont pas un mode d'action violent, c'est du long terme. Vous radicalisez par la manière d'agir en manipulant beaucoup, en utilisant ce qu'on appelle un double discours, c'est le propre des frères musulmans. Et dans le cas de Students for Justice in Palestine, qui est un collectif sur lequel j'ai travaillé, qui a été fondé par un homme qui s'appelle Hatem Bazian aux États-Unis, qui est un membre affiché des frères musulmans. Lui avait été accusé par le FBI de soutenir, alors il faudra vérifier si c'était le FBI, mais c'est spécifié dans le livre, d'avoir financé le Hamas. Et eux, dès le 7 octobre, cette antenne de Students for Justice in Palestine créait une boîte à outils en ligne pour tous les étudiants à travers le monde qui leur expliquait à quel point l'action du Hamas était légitime, à quel point le modus operandi était obligatoire et qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit manipulé par ce qui allait être dit sur le 7 octobre. Et d'ailleurs, Students for Justice in Palestine a des poursuites aujourd'hui par des survivants du 7 octobre. Et juste après le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé ? Une antenne a été créée sur le campus de Sciences Po à Paris. Et c'est cette antenne de Students for Justice in Palestine qui a invité Rima Hassan, ce qui a déclenché après ce que vous avez pu voir à Sciences Po. Vous expliquez à quel point tous ces mouvements des coloniaux féministes, queer, sont infiltrés par les mouvements islamistes. Mais est-ce qu'il s'agit d'une alliance consciente ou d'un aveuglement militant ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a un peu de tout. Dans le cas des féministes, des collectifs féministes, j'ai interviewé pour ce livre beaucoup de militantes féministes qui racontent ce qui s'est passé au sein de leurs associations, comment il y a eu justement un renversement, une bascule des organisations et comment des collectifs ont pu justement, comme un cheval de Troie, investir ces luttes-là et les radicaliser. Parce que la question féministe, c'est le cœur des luttes quand on travaille sur l'islamisme. Déjà, dès début des années 2000, Tariq Ramadan, le premier, disait et encourageait au fait qu'il fallait à tout prix investir les luttes féministes, en créant par exemple un féminisme islamique. Et ça, c'est pour ça que j'explique beaucoup dans le livre, mais j'explique aussi à la commission les connexions entre les frères musulmans et des collectifs qui se revendiquent féministes. Donc eux, c'était pas étonnant. D'ailleurs, sur la boucle de Samidoun, la boucle Telegram de Samidoun sur laquelle j'étais encore, ils écrivent en écriture inclusive parfaite. Donc eux, c'est plutôt de la manipulation. Non, ça on savait avant le 7 octobre, voilà, ça, des collectifs comme la Lab. Exactement. Mais là, il y a des collectifs féministes qui, a priori, n'ont rien d'islamiste. Bien sûr. Qui sont complètement infiltrés ou d'ailleurs dans des manifestations, vous expliquez que des manifestations féministes, c'est les hommes qui prennent la parole et plus les femmes. Mm-hmm. Ça n'a pas l'air de les déranger. Mais non, parce que donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut se rendre compte que la grille de lecture, qui depuis quelques années, avant le 7 octobre, a été imposée dans les luttes féministes, c'est une grille de lecture intersectionnelle. Je ne vais pas vous faire tout un grand cours sur ce qu'est l'intersectionnalité. C'est un outil sociologique qui est passionnant, qui vient repenser les individus sous le prisme des discriminations qu'ils pourraient subir. Par exemple, une femme noire peut aussi bien subir du sexisme que du racisme, pour faire un petit peu court. Et cette grille intersectionnelle a laissé une porte ouverte au féminisme dit décolonial. Et à des figures décoloniales dont je vous parlais tout à l'heure, à l'instar d'Ouria Boutelja, à l'instar de beaucoup d'autres, Fatima Wassak notamment, je pourrais en citer énormément, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, qui vont apposer une grille de lecture qui est le colon et le colonisé en permanence. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de slogans qui vont être, par exemple, l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Ils vont vous parler aussi de la Kanaki, pour ne pas dire la Nouvelle-Calédonie. Tout est vu par un prisme permanent d'il y a le colon privilégié, donc souvent soit le blanc, mais moi j'ai déjà entendu que le juif était ce qu'on appelle un surblanc, donc encore plus blanc qu'un blanc, plus privilégié qu'un blanc. Et de l'autre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, toujours le colonisé. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas du 7 octobre, même s'il y avait des femmes juives torturées, violées, tuées, elles n'étaient vues que comme des colons. Et en retour, le Hamas n'était vu que comme des colonisés qui se rebellaient. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas du 7 octobre, il y avait 3 types de discours que moi j'ai pu entendre au sein des luttes quand je dialoguais avec mes camarades de lutte. Le premier, c'était, on l'a vu,
des féministes qui pourtant passent leur temps à dire « victime, on te croit », donc croire toujours les victimes d'agressions sexuelles, qui là disaient que les viols du 7 octobre n'avaient pas eu lieu, quand bien même ils avaient été documentés précisément. Ensuite, il y avait celles qui vous disaient « ils ont eu lieu ». Effectivement, il y a eu des viols, mais ce ne sont pas des viols antisémites, ce sont des viols patriarcaux. Parce que le Hamas, et d'ailleurs quelqu'un me le raconte, a fait preuve de masculinité toxique, et que donc c'est le propre de tous les hommes d'agir et de violer. C'est dans leur culture. Alors là, c'est pire, moi c'est ce que j'avais entendu un jour, et ça c'est raciste. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué un jour, le Hamas a répondu avec sa culture. Donc déjà, c'est extrêmement raciste, c'est-à-dire que la culture du Hamas, qui serait la culture arabe, qui est aussi donc ma culture, serait donc de violer, tuer, torturer. Je ne crois pas que ce soit ma culture. Rien que d'y penser, ça m'énerve un petit peu. Mais là, ça va être excusé au profit que donc, comme c'est un discours de toi, c'est des personnes blanches qui vous disent ça, c'est leur culture, c'est pas comme nous, vous pouvez pas comprendre. De la même manière qu'à l'époque, dans les luttes féministes, des Ouriga, alors peut-être pas Ouria Boutelja, je fais attention à chaque mot que j'emploie au cas où, mais des figures féministes vous expliquaient que n'allez pas porter plainte pour agression sexuelle si votre agresseur est une personne dite racisée, donc non blanche, au motif que vous allez lui imposer une double peine, puisque lui peut déjà être victime d'un racisme d'État et victime du coup par conséquent de la police. Ben là, vous retrouvez cette essence-là au sein de ces luttes militantes qui du coup disent « bah oui, mais nous on ne va pas soutenir des sionistes, puisque les sionistes sont privilégiés et sont que des colons ». Le problème, ça va être plutôt les questions LGBT, où ça, c'est vrai qu'il y a par exemple, moi je cite un article magnifique de Courrier International qui est sorti en 2022, qui explique ce qu'est d'être gay à Gaza. Parce que à Gaza, il faut le savoir, il y a les lois de la charia. Et donc les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, sont torturées. Et il raconte, parce qu'ils interviewent beaucoup de personnes gazaouis LGBT, qui disent que c'est d'être traquées sur les réseaux sociaux. Le Hamas se fait passer par exemple pour des personnes LGBT pour leur filer des rendez-vous, et là il les torture. Et donc ce qu'ils subissent c'est abominable. Et là il y a une vraie scission, une vraie fracture au sein du militantisme LGBT, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais il faut soutenir la question palestinienne dans un but purement décolonial. D'ailleurs, il y a beaucoup des personnes qui témoignent, puisqu'il y a beaucoup de militants LGBT qui ont témoigné dans ce livre, qui racontent comment Ouria Boutelja avait pris une place assez conséquente dans les luttes LGBT comme une référence, alors même qu'elle avait tenu des propos homophobes, et d'autres qui vont justement quand même dire, là, ça va trop loin. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que des collectifs comme Samidoun, Urgence Palestine, ils ne s'approchent pas de la marche des fiertés. Ils ne vont pas là-bas. Et c'est pour ça que chaque année, en tout cas depuis le 7 octobre, hormis quelques incidents mineurs, il n'y a pas de heurts, alors qu'il y en a pour les manifestations féministes. Mais dans pas mal de collectifs LGBT ou, par exemple, ACT UP, il y a eu des problèmes d'antisémitisme, et c'est pas nouveau, ça date pas du 7 octobre. Non, pas Donc du il y a tout. quand même quelque chose qui est lié. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi là? Parce que là, le 7 octobre, c'était décomplexé. Vous pouvez vous permettre, moi je fais attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de poursuite en diffamation, mais donc des personnalités qu'on ne citera pas peuvent tout à fait se permettre d'afficher un antisémitisme latent. Mais il est décomplexé, il suffit juste d'arrêter de dire juif et vous dites sioniste. Là, moi, ce livre-là, je ne dirais pas le média, parce que j'ai pas envie de leur donner de visibilité, ils en ont tellement peu, les pauvres. Il y a un média qui s'acharne sur le livre depuis quelques jours en disant que je ne suis pas parvenue à prouver qu'il y a de l'antisémitisme à l'ultra-gauche. Et alors vraiment, je pense que le bouquin, je ne sais pas combien de faits, tu l'as lu, de faits, d'actes antisémites, de choses que je raconte, c'est concret. Et pour eux, il n'y en a aucun fait. Donc à partir de là, c'est juste qu'eux ne se rendent pas compte que c'est décomplexé maintenant. On a arrêté de dire... Décomplexé, à quel point ça peut générer chez la génération Z notamment des actes antisémites. Des actes antisémites. On a vu le viol d'une enfant de 12 ans à Courbevoie, au motif qu'elle était juive et que son petit ami l'aurait découvert. Il aurait dit que du coup c'était trahir la cause palestinienne. Il l'agressait sexuellement. Dans le livre, moi je recueille beaucoup de témoignages d'enfants, collégiens, lycéens, qui témoignent de ce que c'est dans plein d'établissements, plein d'âges différents. Ils racontent, il y en a une qui a dû changer d'établissement scolaire en cours d'année. Et même pour le coup, alors que la direction avait agi, le proviseur lui-même a vu la façade de son garage taguée parce qu'il avait renvoyé l'élève qui faisait preuve d'un antisémitisme dégueulasse sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'exemples. Et surtout, alors c'est encore pire quand vous êtes jeune, vous êtes gay et vous êtes juif. Ça,
Moi, je peux vous dire, parce que c'est peut-être très compliqué, malheureusement, dans beaucoup de familles, il y a encore de l'homophobie. Et eux qui s'étaient trouvés une sorte de famille bis au travers de la communauté LGBT, qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont juifs, ou alors il faut dire qu'ils sont anti-Israël. Et ben c'est, en fait, tout est de plus en plus compliqué. C'est la double peine, effectivement. C'est la double peine en permanence. Et en fait, on n'a pas l'impression que ça s'arrange. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça s'arrange auprès de la génération Z. Parce que le souci, ce sont ces réseaux sociaux-là. J'ai voulu montrer dans ce livre-là, notamment, comment le mouvement BDS, que vous connaissez peut-être, Boycott des investissements sanctions, avait vraiment investi par le biais du mouvement Blockout, dont personne n'a entendu parler, qui est très important, a réussi à faire en sorte que plein d'influenceurs, de créateurs de contenu, adorés par les jeunes, soient forcés de prendre position en faveur de la Palestine et contre Israël, sinon ils perdaient des tonnes d'abonnés. Voilà. On a le coin des LGBT+, campagne de boycott. C'est plus, plus de 50 000 abonnés. Toutes les marques, voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est de boycotter des marques qui seraient liées de près ou de très, 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 très loin avec Israël. Et très, 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 très loin, c'est vraiment très, très, très loin. Et ça va même, le mouvement BDS a déjà appelé à boycotter des personnalités qui seraient liées de près ou de loin à Israël. Et c'est ce qui s'est passé avec ce mouvement Blockout. Ou qui n'ont pas dénoncé. Voilà, qui n'ont pas dénoncé ce qui se passait en Palestine. Génocide. Voilà, le génocide, sans employer le mot génocide, qui n'ont pas appelé à boycotter Israël. Eh bien, eux se sont mis à les lister après le 7 octobre en disant, voilà, c'est très simple. Pour vous faire un petit cours de réseaux sociaux, parce que vous allez vous dire, mais on s'en fout qu'ils perdent des abonnés, les stars. Mais en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un canal de rémunération pour beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de célébrités, où ils vont avoir des millions d'abonnés, par exemple. Chaque fois qu'ils vont poster sur leurs réseaux sociaux une campagne pour Cristaline. Admettons, moi, j'ai des millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Cristaline me dit, voilà, Nora, je vais te rémunérer 50 000 € pour que tu fasses une publication sur tes réseaux sociaux, parce que moi, c'est une pub pour la marque, parce que je sais que tu as tant d'abonnés, et que ces abonnés font que tu vas avoir beaucoup de vues sur tes réseaux sociaux. C'est de la publicité, hein, je suis une campagne d'affichage. Du coup, moi, je vais te toucher de l'argent par nombre d'abonnés que j'ai et de vues que je génère. Si d'un seul coup, une campagne me cible en disant de me boycotter parce que je ne me suis pas prononcée en faveur de la Palestine et que je n'ai pas condamné Israël et que je me mets à perdre des centaines de milliers d'abonnés. Je perds en influence. C'est ce qu'ils ont appelé la guillotine numérique, justement. Si je perds en influence, qu'est-ce qui se passe ? Les marques disent, mais tu n'as pas rempli ton contrat, tu étais censé avoir tant d'abonnés et susciter tant de vues parce que tu es une publicité. Du coup, ces influenceurs vont paniquer et se dire, il faut que je récupère mes abonnés, donc il faut que je me positionne immédiatement en faveur de, je cite, un génocide. Et ce qu'ils appellent cette guillotine numérique, elle est ultra efficace parce qu'elle vient cibler un ventre mou, une génération Z, une majorité de jeunes qui s'en fichaient complètement du conflit, que ce soit entre Israël et la Palestine, parce qu'ils ont autre chose à faire de leurs études et que c'est loin pour eux, et qui d'un seul coup se disent « Oh, mais si même Squeezie, si même Lena Situation, c'est des youtubeurs très connus chez les jeunes, se mettent à eux aussi se dire qu'il y a un génocide en Palestine, c'est qu'il y en a un et qu'il faut qu'on se positionne nous aussi, parce qu'on ne se rendait pas compte. Parce que c'est vrai que Squeezie, Lena Situation, ils ne parlaient pas du Soudan, ils ne parlaient pas des Ouïghours. Là, s'ils en parlent de la Palestine, c'est que c'est beaucoup plus grave que le reste. Et donc, c'est comme ça que par un effet de domino, vous arrivez à récupérer plein de jeunes qui jusque-là se fichaient du conflit. Vous évoquez aussi le soutien institutionnel, notamment par l'argent public. Vous citez l'exemple de Louisa Yousfi, donc proche de Ouria Boutelja. C'est au-delà de proche, c'est son bras droit. qui a été en résidence une année à la Villa Médicis. Vous parlez de près de 40 000 à 50 000 euros donc d'argent public. Vous parlez aussi de la FEMISO, qui est une organisation proche des frères musulmans qui a été financée par l'Union européenne. Est-ce que vous avez une idée de tout ce que ça a coûté d'argent public Est-ce que c'est une complaisance institutionnelle, c'est un aveuglement Alors il y a beaucoup de choses qui se jouent. Effectivement, dans le cas de Louisa Yousfi, c'est intéressant parce que elle a obtenu une résidence d'1 an à la Villa Médicis, c'est entre minimum 42 000 € l'année. Donc merci vos impôts à tous, merci beaucoup, parce que Louisa Yousfi, déjà avant le 7 octobre et même après, elle ne se cachait pas de défendre le Hamas sur ses réseaux sociaux publics, même en direct depuis la Villa Médicis.
elle publiait en faveur de figures du Hamas dont elle portait le deuil parce qu'ils venaient d'être tués. Et elle s'en fiche parce qu'elle est dans sa résidence. Et d'ailleurs, grâce à sa résidence, à la Villa Médicis à Rome, où elle a été sélectionnée sur dossier, face à d'autres candidats, parce qu'il y a plein de candidats en chaque année qui rêveraient d'avoir une résidence littéraire à la Villa Médicis. Je peux vous dire comme c'est prestigieux. Eh bien, elle a pu en profiter, elle a même pu faire venir Ouria Boutelja, et ensemble, elles ont pu faire le tour de l'Italie. Ce que je trouve assez fou, parce que tu prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres, c'est de collectifs, de figures soi-disant féministes qui vont recevoir de l'argent public pour des projets, etc. et qui, de l'autre, ne se cachent pas sur leurs réseaux sociaux. Et encore une fois, je fais le distinguo entre dénoncer ce qui se passe en Palestine et soutenir le Hamas. C'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle de l'apologie du terrorisme, et c'est illégal l'apologie du terrorisme dans ce second cas. Et eux ne se cachent pas de le faire sur leurs réseaux sociaux. Mais le souci, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un manque de connaissance de nos institutions publiques sur les profils auxquels ils ont affaire. Moi, à chaque fois que j'appliquais le contradictoire, je faisais mon boulot de journaliste, j'appelais ces institutions, j'appelais la Villa Médicis, j'appelais tout ça. C'est moi qui leur apprenais. À chaque fois, ils tombaient des nues. Et je leur ai dit, mais pourtant, j'ai pas fait un boulot... Et ils réagissaient ça bougeait? Non. Ça bougeait pas. En tout cas, dans le cas de Louisa Yousfi, elle a fini tranquillement sa résidence. Mais pour d'autres, effectivement, ils vont dire on va arrêter de subventionner, on ne savait pas. Ah ben, on va arrêter d'employer, de choisir, je sais pas, tel ou tel acteur culturel chaque année pour notre festival, parce qu'on n'était pas au courant qu'effectivement, ils ont dit j'adore le Hamas. Enfin, voilà, c'était beaucoup de choses où en fait, on leur apprend des faits qui sont pourtant, moi j'ai pas fait un travail de dingue sur ces cas-là, hein. J'ai fait que de l'open source, ça veut dire que j'ai fait que de la source ouverte, j'ai fait des réseaux sociaux publics, et je me suis juste contentée de faire ça. Je n'ai pas fait par exemple diffuser des messages privés, ou vraiment j'ai fait de la source publique en leur disant mais donc vous n'êtes même pas allé voir les réseaux sociaux des personnes ou des collectifs que vous subventionnez ou que vous employez avec de l'argent public, des municipalités. Vous n'êtes pas allé voir que vous avez reçu dans votre salle municipale Samidoun, et que ensemble à cette soirée nous avons crié gloire aux martyrs, gloire au Hamas, et porté le deuil de Yahya Sinwar. Et ça, en fait, on leur apprend à chaque fois. Donc il y a d'un côté, pour certains, c'est quand même calculé, parce que il y a des municipalités, je l'explique très bien, on a beau les alerter, elles n'en ont cure, mais d'autres où sincèrement on leur apprend. C'est-à-dire c'est du clientélisme. Il y a du clientélisme. Et pour d'autres, c'est qu'ils sont effectivement, ils ont une vraie méconnaissance de ces questions-là. Et je l'ai vu parce qu'avec la commission d'enquête, parce que tout le monde n'avait pas lu le livre, la commission d'enquête, il y a vraiment, il y a beaucoup de vues, ça a fait réagir beaucoup d'élus. Ils disaient, on n'était pas du tout au courant, on ne savait pas qui était Samidoun, on n'était pas au courant de tel ou tel collectif, on ne savait pas que ce collectif-là avait des liens avérés avec les frères musulmans, parce que moi, j'accuse pas de fréristes n'importe qui. Il faut qu'il y ait vraiment des faits concrets, datés et publics pour pouvoir le dire. Et en fait, tout ça, c'est de l'argent public indûment gaspillé. On va regarder une vidéo. Donc, de ce que je comprends, on a retrouvé la personne qui s'exprime, qu'on va voir, qui serait Alex, porte-parole du Comité populaire d'entraide et de solidarité de Lyon. Donc, a priori, tout va bien. Les masses, camarades, c'est toujours le facteur central. Pourquoi aujourd'hui la résistance, elle est sortie la tête haute? Pour deux raisons. Parce que les combattants, ils ont la main sur le fusil et que toute la population soutient la résistance. Et aujourd'hui, il faut insister sur ça. On a assisté à une grande victoire de la résistance. Et camarades, je lisais il y a quelques jours dans un torchon qu'apparemment dire que le 7 octobre était une grande victoire serait une hérésie. Donc je vous le demande, est-ce que la résistance, elle a gagné? Oui ou non? Camarades, quel révolutionnaire n'a pas pleuré de joie le 7 octobre quand on a vu les chars Merkava brûlés, les soldats israéliens humiliés, ramenés de force dans la bande de Gaza, quand on a vu les milliers de combattants qui ont fait tomber la barrière de séparation et qui sont partis à l'assaut des territoires occupés? C'est ça une lutte de libération nationale, camarades. Et aujourd'hui, il est plus facile pour la résistance palestinienne et arabe de frapper Tel Aviv que de boire un verre d'eau. Et ça, on le doit à des grands hommes. Voilà. Bon, j'ai pas mis le début où il cite
toutes les factions terroristes. Voilà. Mais nous, à Place de la Nation, c'était pareil. Hein. Ils nous faisaient scander plein de villes en Palestine, puis après en France, et on devait scander résistance à chaque fois, à chaque ville scandée. Vraiment, c'est dans chaque manif. Non, je vais pas dire chaque manif, parce que dans le livre, par exemple, je raconte comment je suis allée à une manif que je pensais radicale, et finalement, tenez, Adèle, porte-parole de Samidoun. Au milieu, que j'entourais en vert. À sa droite, Omar Al-Soumi, porte-parole d'Urgence Palestine, collectif en passe de dissolution par le gouvernement. C'est lui qui nous appelait, nous disait de scander résistance à chaque fois qu'il disait un nom de ville. Et à côté, vous avez donc Elias Dimzalen, qui vient d'être condamné pour avoir appelé à faire un intifada de Paris à Gaza, condamnation dont il a fait appel, il faut le préciser, et qui, lui, je fais attention à tous les mots que j'emploie, est accusé d'avoir un discours de prédicateur frériste. Voilà, ce qu'il dément. Elias Dimzalen, si tu nous regardes, parce que c'est retransmis sur Academ après. Donc, c'est pour ça que je fais très attention à tout ce que je dis. Et donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est très, très courant. Hein. Comme je vous le disais, appel à un déluge d'Al-Aqsa, glorifier le 7 octobre. Il y a, par exemple, à l'ULB, mais là, on l'a vu encore sur le campus de l'IEP de Strasbourg, il y avait des tags 7 octobre partout, parce que c'est une date de festivité pour beaucoup de militants qui ne s'en cachent pas. On va venir, parce que vous avez consacré un chapitre entier sur la figure de Rima Hassan. Alors d'abord, pourquoi elle spécifiquement? Pourquoi ce choix? Représente-t-elle un symbole de cette obsession antisioniste? Pourquoi est-elle devenue si centrale dans cette convergence des luttes? Oui, effectivement, j'ai beaucoup enquêté sur Rima Hassan. J'ai recueilli des témoignages de personnes qui l'ont connue depuis qu'elle est à l'arrivée en France, dans la ville de Niort, où je me suis rendue. Et en fait, j'ai choisi de travailler sur Rima Hassan parce que Rima Hassan est élue eurodéputée. Elle gagne un salaire de 10 000 € bruts par mois pour son mandat et qu'à l'heure actuelle, j'ai pu consulter plus de 18 plaintes qui la visent pour apologie du terrorisme, pour doxing, pour menaces envers des élus, etc., etc., etc. Et dans le cas de Rima Hassan, comme pour Jordan Bardella, je vous le disais tout à l'heure, elle est la personnalité la plus suivie par les jeunes sur les réseaux sociaux, personnalité politique, pardon, la plus suivie par les jeunes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je voulais un petit peu détricoter ce narratif où elle fait croire, parce que ça par contre je l'assume, qu'elle instrumentalise la cause palestinienne et qu'elle manipule l'empathie de jeunes sur la question palestinienne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait témoigner, notamment dans ce livre, son ex-fiancé de confession juive. Alors, je n'ai pas outé Rima Hassan, elle-même parlait de lui avant d'être élue. Elle s'en servait, lui, il l'a ressenti ainsi comme une caution juive, parce que dès lors qu'on l'accusait d'antisémitisme, elle disait « bah non, moi j'ai été avec un juif ». Mais ce que je voulais montrer, c'est comment il y avait chez elle une obsession juive, et je cite une fascination-répulsion, c'est ce qu'expliquent des personnes qui l'ont côtoyée, pour Israël depuis toujours. Donc elle a grandi, je le raconte en parallèle, entre d'un côté sa famille de confession musulmane, et de l'autre elle cachait sa relation avec cet homme de confession juive, ce jeune homme de confession juive. Ils se sont rencontrés très jeunes, elle était en 6e, il était en 5e, et comment ils ont grandi ensemble. Et lui était d'une famille juive très laïque, très peu pratiquante, c'est important, parce que c'est Rima Hassan qui donc prenait en cachette des cours d'hébreu, qui rappelait à la famille juive chaque fête juive que eux oubliaient parce qu'ils étaient vraiment pas du tout pratiquants, et lui raconte comment elle avait d'un côté cette obsession pour le judaïsme et de l'autre cette haine et cette colère pour Israël, comment elle a essayé de se rendre en Palestine en 2011 avec Euro-Palestine, qui est un collectif qui avait mis Dieudonné sur ses listes quand il avait voulu se présenter aux européennes. Elle n'a pas réussi à aller en Palestine. Comment elle a essayé, elle est rentrée en contact, elle a noué une relation épistolaire avec un homme qu'elle croyait être un soldat de Tsahal. Comment elle disait qu'elle voulait aller en Israël pour se ressourcer. Voilà, je décortique toute cette personnalité-là parce que je veux montrer comment naît une obsession pour les Juifs. Et de quoi elle se nourrit. Mais vous expliquez que, d'après son petit ami de l'époque, il y a eu un basculement pendant son voyage au Liban. C'est ça, en 2014. Est-ce que vous pouvez
est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé au Liban? Qu'est-ce qui a fait Alors, elle n'a pas voulu cette me bascule? répondre, mais quand elle part au Liban, ils sont fiancés. Elle part avec la Magen David de son compagnon autour du cou. Donc, elle est vraiment très engagée. Juste avant, je consultais, parce que j'ai consulté des centaines et des centaines de messages de Rima Hassan envoyés à des gens. Ce que je n'ai pas divulgué dans le livre, j'ai juste divulgué ce qui était lié de près ou de loin à Israël et aux Juifs, mais pas sur sa vie privée, évidemment. Et juste avant, elle disait elle-même qu'elle s'était trompée sur beaucoup de choses par rapport à Israël, etc. Et elle est partie dans un institut qui, jusqu'en 2013, date où elle a candidaté, était dirigé par François Burga, islamologue, qui d'ailleurs a été auditionné pour apologie du terrorisme dans le cadre du 7 octobre, qui est extrêmement controversé. Je vous laisserai vous renseigner dans le détail sur François Burga, sinon on en aurait pour 1 heure encore. Et donc là-bas, c'est là qu'il découvre qu'elle retweet Alain Soral à 2 reprises, qu'elle retweet une quenelle de Dieudonné. C'est là qu'elle se met d'un seul coup, là-bas, de par visiblement les fréquentations qu'elle a, à employer après envers lui un discours et des propos, et plutôt des tropes antisémites, le visant, et que lui ne la reconnaît plus. Après, elle, quand elle revient en France, elle n'est pas connue tout de suite, Rima Hassan. Elle se fait connaître parce qu'elle fonde son ONG, Observatoire des camps de réfugiés. Et après, elle va présenter son travail au Napoléon. Les Napoléons, c'est un événement extrêmement reconnu, un sommet pour les politiques, pour les entreprises, etc., à Val d'Isère. Et elle rejoint ensuite la promo du Collège citoyen. Le Collège citoyen, c'est des promotions qui sont censées former les futures élites politiques progressistes de demain. Et là-bas, c'est au sein de cette promo que les choses vont beaucoup éclater pour elle, parce que elle va tout d'abord, c'est là qu'elle va pour la première fois exploser sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, après qu'elle ait fait un post où elle dénonce de manière hyper violente Israël, parce qu'une journaliste palestinienne venait d'être tuée à ce moment-là. Et le souci, c'est qu'elle dénonce très très violemment Israël, soit, mais il y a d'un seul coup, comme il va y avoir énormément de visibilité sur les réseaux sociaux, il va y avoir des tonnes de commentaires antisémites que moi j'ai pu récupérer à ce moment-là, qu'elle ne va pas modérer. Elle ne va pas supprimer, elle ne va pas contester. Alors même que l'antisémitisme se souligne de manière crasse sous sa publication, parce que pour la première fois, elle avait une énorme visibilité. Ensuite, je passe les détails parce qu'il y a beaucoup dans le livre de sa construction. Moi, ce que je voulais surtout montrer, c'était comment peu avant le 7 octobre, Rima Hassan commence à être repérée par la France Insoumise. Et avant le 7 octobre, en 29 septembre, elle explique qu'elle s'engage à ce qu'elle n'essentialisera jamais la société palestinienne, elle ne confondra jamais les civils, enfin le peuple, elle n'essentialisera jamais la société israélienne, elle ne confondra jamais les civils et le peuple israélien avec son gouvernement, et que jamais elle n'appellera la destruction d'Israël. Voilà. Oui, on a vu par la suite. Et dès le 7 octobre, donc comme je vous le révélais tout à l'heure, elle a supprimé, mais elle s'en prend à François Ruffin, elle s'en prend à Europe Écologie Les Verts, qui condamne les attaques terroristes du 7 octobre. Et pire, ensuite, elle va balancer une fake news sur Shani Louk. Je pense que tout le monde sait qui est Shani Louk. On a tous en tête les images abominables de son corps. Et elle explique que non, Shani Louk va très bien, qu'elle est en bonne santé, qu'il n'y a que des fake news sur elle, mais qu'elle est prise en charge dans un hôpital, que tout va bien pour elle et qu'il faut arrêter en gros de relayer les fake news, moi elle ne le dit pas comme ça, mais israéliennes. Et en fait, tout ça va entraîner de sa part un cyberharcèlement, elle va vivre un cyberharcèlement. Attention, je condamne toute forme de cyberharcèlement évidemment, un cyberharcèlement qui va être initié par Julien Audoul, du Rassemblement national, qui va dénoncer les propos qu'elle tient sur ses réseaux sociaux. Et là, c'est là qu'elle va avoir un soutien public de 2 figures de la France insoumise, Manuel Bompard et Thomas Porte, qui là véritablement vont la remarquer. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle, suite à ses positions ultra violentes, elle perd un contrat qu'elle avait avec L'Oréal, qui la rémunérait. Elle l'annonce, elle est dépitée, elle dit: vous vous rendez compte, je veux soutenir la Palestine, je vais perdre mon contrat avec L'Oréal. Elle devait avoir un poste chez Amnesty International, poste qu'elle n'a pas finalement. Et déjà avant, je racontais comment elle devait être prof à l'ESJ Paris, et ça non plus, ça n'avait pas abouti avant. Et donc en fait, elle perd ses jobs. Elle est, d'un seul coup, elle voit que sur les réseaux sociaux, elle cartonne. Ça, la France insoumise le voit très bien aussi.
qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste à se lancer en politique avec la France Insoumise. Et la suite, vous la connaissez. Une dernière question plus personnelle. Nora Bussini, vous êtes française, d'origine marocaine, issue d'un milieu musulman. Pourquoi vous êtes-vous intéressée aussi profondément à cette question de l'antisémitisme? Alors, effectivement, moi, je suis franco-marocaine. Ma mère est née au Maroc. La famille du côté de ma mère est de confession musulmane et ma mère, non. En l'occurrence, donc j'ai plutôt été élevée dans aucune religion. Et pourquoi je me suis intéressée à l'antisémitisme? Pour deux choses. Déjà, quand moi j'étais adolescente, j'ai grandi en banlieue où soit il n'y a pas beaucoup de juifs, soit ils ne le disent pas, qu'ils sont juifs. Et du coup, moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait de l'antisémitisme. À l'époque même, quand j'étais adolescente, je me disais, mais on en fait quand même beaucoup avec la Shoah. Pas dans le sens que ça n'avait pas lieu, évidemment, mais je me disais, ça se reproduira jamais. Donc pourquoi on nous parle beaucoup plus de ça que de certaines d'autres époques historiques? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, avec des amis, je vais avoir 30 ans si vous voulez resituer. Je vais avoir 30 ans dans moins d'un mois. Et donc, quand je passe mon bac en 2013, j'ai des copains, je crois que c'était 2013, 2014, je sais plus, j'ai des copains qui veulent m'emmener voir Dieudonné à la Main d'Or, parce que tout le monde adore Dieudonné en banlieue, en tout cas beaucoup à mon époque. Et moi, c'est là mes parents qui me disent, mais attends, il y a une différence entre faire de l'humour noir et l'antisémitisme. Et là, on va t'expliquer qui est Dieudonné, on va te sensibiliser. Et en fait, je me rappelle que mes parents m'avaient dit, mais t'aurais pu être une antisémite finalement, si eux ne m'avaient pas sensibilisée. Alors il y a différents degrés d'antisémitisme, je n'aurais pas été jusqu'à frapper des juifs, évidemment, comme beaucoup de gens que j'ai côtoyés, mais je ne me rendais pas compte de tout ça, de l'ampleur de l'antisémitisme présent là où j'avais grandi. Et en fait, quand on travaille beaucoup sur les questions d'islamisme, forcément, on en vient à parler d'antisémitisme parce que c'est intrinsèquement lié, la haine des juifs et l'islam radical. Et aussi et surtout parce que tout simplement, moi je suis une citoyenne française et les juifs sont des citoyens français et je suis engagée pour la France et pour la République. Et donc forcément, je vais travailler sur les questions d'antisémitisme. Pour moi, c'est évident. Voilà. Merci. Merci à vous. On va laisser les questions du public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez plus comme une journaliste ou une lanceuse d'alerte? Waouh! J'ai cru que tu allais dire une militante. J'ai dit non, je ne suis pas militante. Mais je crois que c'est des deux. En tout cas, là, avec ce livre, avec la commission, avec les autres, parce que je suis quand même pas mal auditionnée, là, je ne peux pas te rentrer dans les détails par le gouvernement, je donne toutes les infos que j'ai, notamment sur le terrorisme, etc. Je pense qu'il y a un peu des deux quand on fait de l'investigation sur ces sujets-là. Donc, j'espère pouvoir continuer à être les deux encore longtemps, même si les menaces, le cyberharcèlement, tout ça, c'est dur. Mais ça va avec le succès du livre aussi. Donc voilà, j'espère pouvoir continuer à faire les deux. Merci Nora Bussini pour ce travail d'enquête et de courage. On vous l'a beaucoup dit, mais c'est très courageux. Et comme vous le concluez dans votre livre, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Merci. Alors on va laisser des questions du public. Alors on va prendre à chaque fois 3 questions et Nora va y répondre. Et faites des questions assez courtes si vous pouvez. Non, parce que sinon je vais oublier ce que vous venez de dire. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé, mais j'aurais aimé savoir si au cours de vos infiltrations, vous auriez rencontré des juifs antisionistes. Ouais, j'en parle beaucoup dans le livre. Leur argumentaire. Ouais. Ouais. Alors, moi, la question est plus pour le futur. On parle d'aujourd'hui. Est-ce qu'on voit en fait, on est arrivé en haut de la montagne, ou vous pensez que l'antisémitisme va encore plus se répandre jusqu'à devenir vraiment problématique pour une grande partie de la population qui
qui ne serait pas islamique, entre autres? Ouais, non, je vais répondre déjà à ces deux-là. Alors oui, je parle beaucoup des juifs qui d'ailleurs c'est assez drôle parce que au procès d'Elia Zimzalen où je me trouvais, je vous en ai parlé tout à l'heure d'Elia Zimzalen, ils étaient tous avec leur kippa en forme de pastèque, des kippastèques en soutien à la Palestine. Alors, ils sont franchement 2 ou 3, hein, vraiment. En tout cas, je vous le dis que ce que j'ai pu constater, ils sont là à beaucoup de manifs. Ils s'appellent Tzedek pour les jeunes, mais leurs parents, c'est les membres de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Je pense que vous les connaissez. D'ailleurs, il y en a certains qui vont être jugés quand même en 2026. Ils ont vu leur compte gelé. Ils sont accusés, je fais attention au mot que j'emploie, d'intelligence avec des organisations terroristes. C'est les accusations qui les visent. Là, vous parlez de membres de Tzedek. De membres du JFP. Du JFP. Voilà, dont les avoirs ont été gelés, etc. Je vous laisse par exemple regarder et lire le communiqué de presse de l'UJFP le 7 octobre. C'est abominable. Moi, je les ai entendus, même dans des rencontres, je retranscris la glorification du 7 octobre. Donc, ils se cachent pas d'être juifs, hein, voilà. Et encore une fois, comme je dis, on peut être tout à fait juif et condamner ce qui se passe en Palestine, mais je ne parviens toujours pas à comprendre comment on peut être juif et applaudir et soutenir le Hamas. Dans le cas de Tzedek, ce qui est assez marrant pour l'anecdote, c'est que, alors je suis désolée, je ne connais pas très bien les rituels juifs, mais vous avez une prière, visiblement, où vous dites le mot Israël dedans. Je ne sais plus quelle prière c'est. Oh là là, vous en avez peut-être plein. Bon, bref. Vous allez tous être d'accord, mais bref. Mais je crois que j'ai vu la vidéo en question. En fait, il y a eu un gros souci récemment avec Tzedek. C'est parce que donc, dans une de vos prières juives, quand vous dites Israël, ça a posé problème à tous les autres militants parce qu'ils ont dit mais pourquoi ils disent Israël? Ils sont censés être antisionistes. Et ils essayaient de leur expliquer bah oui, mais c'est quand même dans les textes et on s'était dit bah voilà, pas d'antisémitisme. Oui, mais vous dites Israël, vous devez pas dire Israël. Donc en fait, c'est assez marrant parce que même au maximum du maximum de leur antisionisme voilà, et ben ils n'y arrivent pas, ils se rendent pas compte qu'ils ne seront pas profondément intégrés comme ils le souhaitent à ces luttes-là, même s'ils croient l'être, et que pour le moment ils sont instrumentalisés, ils sont utilisés comme caution. Et comme je vous disais vraiment, moi j'ai fait des manifs, ils sont 2, hein. Une, 2, 3, généralement masquées. En tout cas, celles que je voyais, elles étaient masquées, cachées, de Tzedek en tout cas, mais pas plus. La deuxième question, c'est l'avenir. Alors, l'avenir, il y a beaucoup de choses. Il y a quand même eu des accords de paix, là, même si on voit que c'est compliqué à être respectés. Mais ces accords de paix, ils jouent beaucoup sur la question de l'impact médiatique et sur les réseaux sociaux. Là, ce qui a beaucoup troublé l'opinion publique, notamment les jeunes, parce que c'est important d'en parler sur l'antisémitisme chez les jeunes, c'est le fait qu'il y ait des posts et des vidéos où on voit le Hamas tuer des Palestiniens accusés de complicité avec Israël, mais quand même, mine de rien, tuer des Palestiniens à genoux, un par un, inlassablement. D'ailleurs, on a même Rima Hassan qui, dans sa story Instagram, a dit one by one, un par un, pour les tuer un par un. Donc ça a quand même créé des remous chez les gens qui se sont dit « Ah ouais, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas totalement en soutien des Palestiniens ». Ça, déjà, dites-vous que c'est un progrès immense parce que ça fait 2 ans que, en tout cas, quand on est un peu médiatisé, on vous dit que vous êtes heureux de voir des Palestiniens mourir. C'est ce qu'on nous dit quasiment tous les jours. Hein. On me disait. Là, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est peut-être pas nous qui sommes heureux de voir des Palestiniens mourir. Ensuite, il faut être aussi réaliste sur le fait que je ne dis pas que tout va s'arranger d'un coup, que l'antisémitisme va pas disparaître. Le propre de l'antisémitisme, c'est que dès qu'il y a des mouvements de déstabilisation sociétaux, l'antisémitisme ressurgit. C'est une professeure juive de l'Université libre de Bruxelles qui me disait que les juifs sont comme les souris dans la cale des navires, ils sentent arriver la tempête. Et c'est l'image qu'elle m'a donnée. Et donc, quand il y a de tels problèmes sociétaux majeurs, l'antisémitisme ne va pas disparaître comme ça. Mais ce qui est important, c'est que là, comme il n'y a plus toutes ces attaques, tous ces bombardements, tous ces morts aussi en Palestine qui étaient retransmis sur nos réseaux sociaux, des vrais comme des faux, parce qu'on a pu voir aussi qu'il y avait parfois de temps en temps des fausses images. Il y a eu des arguments comme déjà la question du terme génocide qui est de plus en plus contestée, alors même qu'il y a ces crimes au Soudan
ces génocides dans d'autres pays, que les choses avancent. Pourquoi ? Parce que on a vu que des figures politiques, à l'instar de Rima Hassan, avaient fait une hiérarchie des luttes. Et que là, d'un seul coup, paniquée, elle se met à parler soudainement du Soudan. Même chose pour Thomas Porte, même chose pour d'autres élus qui se mettent à parler du Soudan, du Congo, chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Et c'est pour ça que récemment, sur les réseaux sociaux, la communauté noire, des membres de la communauté noire en France ont fait ressortir un extrait d'une vidéo de Rima Hassan donnée en 2024, où quand on l'interrogeait sur le fait qu'elle ne parlait pas du Congo, et pourquoi elle ne s'engageait pas sur ces sujets-là, elle avait dit « il y a une urgence sur la Palestine qu'il n'y a pas ailleurs ». Et du coup, aujourd'hui, maintenant qu'elle se met à s'engager sur la question du Congo ou du Soudan, on lui remet cette interview, on la lui relance. Donc là, on voit quand même qu'elle crée moins, elle harangue moins les foules, elle a moins cette force de frappe qui faisait qu'avant, quand elle avait participé à la première flottille, en une story Instagram sur ses réseaux sociaux, elle avait pu faire venir 10 000 personnes, place de la République, pour la soutenir. Là, il y a moins cette force de frappe-là. C'est pour ça qu'elle essaie d'aller à des manifs. Là, on l'a vu pour le Soudan. Je crois qu'elle a été manif au Soudan. Samedi. 11 octobre, elle était à Liège pour faire un échange autour du Congo. Mais même là, même quand elle va parler du Soudan, du Congo, et c'est ce qui pose aussi de problème dans ces luttes, c'est qu'elle va tout ramener à la Palestine en permanence. Sauf que c'est déjà indépendamment du fait que ça se fait pas trop pour les personnes militantes, il n'y a rien à voir. C'est pas les mêmes conflits, c'est pas les mêmes choses. Et à force de tout ramener, ça commence à agacer aussi au sein de ces luttes militantes. Donc je ne sais pas si on est en haut des montagnes, si on est au creux de la vague, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas il y a des choses qui commencent à bouger, à évoluer. Et surtout, c'est ce que je racontais, les plaintes de, je peux pas en dire plus pour le moment parce que c'est sous embargo, mais les plaintes de Rima Hassan commencent à aboutir. Je vous en saurai plus très prochainement, je vais l'annoncer, je ne peux pas en dire trop, mais ça va aboutir aussi devant la justice. Et donc, cela pourra peut-être entraîner une levée de son immunité parlementaire. Mais vous êtes un petit peu optimiste, mais vous me disiez avant que vous... Elle l'a pas, la pauvre. J'ai dit, vous avez l'air un petit peu optimiste par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Mais vous me disiez avant que vous posiez la question de savoir si l'antisémitisme n'allait pas aussi se libérer du côté des intégristes catholiques d'extrême droite. Ouais. Oui. Effectivement, en fait, le souci, c'est que c'est cette convergence des luttes qui sera pas qu'à l'ultra-gauche, mais qui se fera entre une ultra-droite et une ultra-gauche. Et ça, c'est ce qui m'inquiète quand on voit les reconnexion que fait Alain Soral, par exemple. Comment des figures qu'on pensait totalement silenciées reviennent. Dieudonné, la force de frappe de Dieudonné, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a fait une interview dans le média YouTube le plus suivi par les jeunes sur YouTube qui s'appelle Légende. Vous connaissez sans doute pas, mais c'est des millions et des millions de vues. Je ne sais pas combien de millions de vues il a fait pour son entretien d'1 heure, 1 heure et demie. Ça a cartonné auprès des jeunes. En fait, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est tout ça et surtout le fait que cette génération Z, elle va être primo-votante pour sa grande majorité en 2026 pour les municipales et en 2027 pour les présidentielles. Et du coup, de savoir si est-ce qu'ils vont réussir à les emmener jusque dans les urnes, que va représenter leur vote et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Là, ça m'inquiète, effectivement. Donc je vais être optimiste plus sur le fait qu'il y ait peut-être moins une augmentation d'actes antisémites concrets, physiques, en tout cas je l'espère, mais parce que ça va avec aussi une mobilisation qui baisse sur la question palestinienne, mais par contre sur l'antisémitisme et sur les figures antisémites réhabilitées, là je suis inquiète effectivement. On va penser un peu à vous. Est-ce que vous vous êtes mise en danger ? Est-ce que vous vous sentez en danger ? Je prends une... Ok. Merci beaucoup pour votre travail. Tout à l'heure, vous aviez évoqué par rapport à Rima Hassan son basculement, mais vous n'avez pas expliqué ce qui l'avait fait basculer.
Pourtant, vous aviez l'air de le savoir. D'observatrice. Alors, je vais répondre à ça tout de suite. Oui, mais parce que malheureusement, je suis tenue par la loi. Et en fait, le souci, c'est que mon livre, il a été relu par des avocats. Enfin, le souci, non, ils ont très bien fait. Il a été relu par des avocats. Et il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses auxquelles j'ai eu accès, que je n'ai pas pu mettre dans le livre parce que je n'avais pas le droit de divulguer certains messages s'il y a un caractère trop intime, s'il y a des choses trop privées. Et donc, en fait, j'ai pas pu tout dire. Voilà. Et en fait, sinon, elle peut me poursuivre en justice très, très facilement. Et donc, on essaye d'éviter ça. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, je peux pas expliquer dans le détail le basculement. C'est pour ça que je peux expliquer juste que ça s'est passé au Liban. Qu'effectivement, elle a été dans cet institut-là, qui était dirigé jusqu'en 2013 par François Burga. Je peux vous dire qu'elle a fait des allers-retours au Qatar. En tout cas, pardon, elle a fait des allers-retours à Dubaï. Voilà, beaucoup. Oui, mais les photos, c'était récemment. Sauf que les séjours, c'était avant. Il y a eu un lavage de cerveau. Quelque chose comme ça. En tout cas, je ne sais pas s'il y a eu un lavage de cerveau, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un discours qui s'est radicalisé et des connaissances qu'on lui a apportées, qu'elle a acquises. Voilà. Et pareil, dans le livre, j'explique aussi financièrement comment Rima Hassan, elle était très, très précaire. Très, très, très précaire, réellement. Hein. Et que d'un seul coup, avant d'être élue eurodéputée, avant d'avoir ce salaire-là, elle a l'argent. Mais voilà. Il y a des choses que j'explique dans le livre aussi. Hein. Je ne peux pas tout détailler, mais voilà. Et la deuxième question, comment je vais Non. Oui. Non, mais effectivement, oui. Alors, j'ai des menaces, évidemment, en permanence, des insultes en permanence. Aussi, surtout parce que je ne suis pas juive, parce que je suis franco-marocaine. Et du coup, je suis considérée comme une traîtresse. C'est ce qui ressort beaucoup, hein, vraiment. Il y a pas mal de trucs racistes, quand même. Le souci, c'est que là, depuis la commission, c'est passé un curseur au-dessus. Là, il y a carrément des pressions, des menaces quand je me rends à des rencontres publiques pour que les événements soient annulés. Il y a des militants devant, etc. Donc maintenant, j'ai une protection quand je m'exprime publiquement. Je remercie les forces de l'ordre pour ça et le SPCJ aussi qui est présent maintenant à chaque fois, chaque rencontre que je fais. En plus, j'ai appris qu'ils étaient bénévoles. Je suis tombée des nues devant la résilience qu'il faut. Mais après, tout à l'heure, on disait, c'est toi qui disais que j'étais courageuse, mais en fait, moi, je pense pas être courageuse. Pourquoi ? Je m'explique. Pour moi, le courage, c'est quand on a conscience des risques qu'il y a et qu'on les prend quand même. Et moi, j'ai plutôt un côté tête brûlée. C'est-à-dire que j'ai aucune conscience des risques. J'ai juste envie de dire ce que je constate ou ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'est après qu'on me dit « Oula !» Voilà. Du coup, je dirais juste que je suis trop impulsive. Donc forcément, j'ai envie de dire et tant pis pour le reste, quoi. Tant pis pour les risques. Voilà. Est-ce que je pourrais vous demander aussi, vous avez l'air de savoir... Alors, peut-être il y a des gens qui avaient levé la main pour je vais leur laisser la... Moi, j'ai une question, j'espère que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise ou je ne vais pas vous faire trahir des secrets. Je voudrais savoir votre audition à la commission du Parlement. Quelle a été la réaction de ceux qui vous ont entendu? Je ne sais pas comment elle est composée, cette commission, mais qu'est-ce que vous en avez ressenti si vous pouvez le dire. Sinon, ouais. Si c'est secret, je le respecterai. Non, pas du tout, je vous en prie. Y a ceux qui l'ont vu, il y a eu beaucoup de réactions parce qu'on m'a demandé de ne pas dire les noms, pas dire tous les noms de députés parce que j'étais là pour pouvoir lister, dire des faits. Tel député a reçu tel collectif à telle date, a été vu avec telle personne à telle date. Donc ça, déjà, je sais que ça a beaucoup frustré que je ne puisse pas dire tous les noms. Ensuite, juste après, il y a eu des communiqués de la France Insoumise pour demander à arrêter cette commission au prétexte qu'il y aurait des relents islamophobes. Alors même que, en tout cas dans mon cas, moi j'ai pas écouté toutes les auditions. J'ai écouté l'audition exceptionnelle d'Emmanuel Razavi, mon confrère qui est grand reporter spécialiste de l'Iran, lui-même franco-iranien. Et vraiment, s'il y a une audition, n'écoutez pas la mienne, écoutez celle d'Emmanuel Razavi. Je vous jure, elle est incroyable. En tout cas, que lui ou moi au contraire, j'explique comment les musulmans sont la cible numéro 1
à côté des juifs, des frères musulmans par exemple. Donc il faut arrêter enfin voilà, donc je vois pas ce qu'il y avait d'islamophobe, mais en tout cas eux voulaient arrêter cette commission qu'ils jugeaient biaisée. Voilà, donc voilà, on sait tout ça. Donc effectivement, on va voir ce que ça va donner, mais il y a un rapport qui va être écrit à l'issue de ça. Moi, je vais envoyer là tous les documents que j'ai, toutes les preuves. Et en attendant, si ça vous intéresse, on a fait aussi un rapport avec des géopolitologues spécialistes, espions, anciens espions du régime, sur l'entrisme de la République islamique d'Iran en France. Là, la presse en parle beaucoup, qui est disponible gratuitement. Il suffit juste de se connecter sur le think tank France 2050 et il a été remis au gouvernement aussi et on explique déjà une grosse partie de ces enquêtes qu'on a pu mener sur les liens entre la République islamique d'Iran et la cause palestinienne. Voilà. L'audition est en libre accès sur le site de l'Assemblée nationale. Sur YouTube. Sur YouTube. Ce qui m'a étonné, c'est que dans les députés qui étaient présents, qui vous ont posé des questions, il n'y avait pas de représentants de la France Insoumise. Non, ils ne sont pas venus. Non. Ils n'ont pas voulu venir Parce que ça aurait été l'occasion, justement, de... Écoutez, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été invités. Peut-être que je me fourvoie. Il n'y avait pas non plus Europe Écologie Les Verts. Moi, je voulais donner des exemples France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, mais aussi, j'avais 1 ou 2 exemples LREM et LR, d'anciens, qui ont... il y avait des liens, quand même, avec les frères musulmans, factuels. Donc, l'idée n'était pas de stigmatiser un parti, mais en tout cas, ils n'étaient pas présents. Voilà. L'autre question ? Bonjour. Alors moi, depuis le 7 octobre, j'ai été frappée par le discours très biaisé, déséquilibré des médias du service public, du Monde par exemple également, et de certains politiques finalement qui sont restés très très frileux par rapport à Israël. Donc, l'idée n'étant pas de prendre parti, mais l'idée étant d'avoir toujours un discours totalement déséquilibré. Donc moi, je voulais savoir comment vous expliquez ça. Alors. Ah là là. Ah oui. Pardon. Avez-vous songé à publier votre livre sous un pseudonyme? Parce que j'imagine qu'avec l'exposition, vous avez eu à sa sortie aujourd'hui votre carrière de journaliste d'investigation infiltré est probablement terminée. Terminée, peut-être pas. Bon, alors je vais répondre à la première question. Déjà, sur les médias. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, quand on pose une question, je réponds par des faits. Alors, je vais vous donner des faits. Dans le cas, alors, outre le fait qu'effectivement, il y a des lignes qui s'affrontent depuis le 7 octobre dans le traitement médiatique. Il y a des confrères qui parlent d'otages pour parler des prisonniers palestiniens. Il y a des confrères qui emploient le terme génocide, ou qui ne contestent pas quand on l'emploie. Il y a des confrères qui ne mettent pas terroristes pour parler du Hamas, ou qui reprennent les chiffres du Hamas allègrement. Il y en a d'autres, moi, comme les rédactions avec lesquelles je travaille, Le Point et Franc-Tireur, où je pense que... il n'y a rien à redire, et que en tout cas, rien à redire. Là, je crois qu'il a parlé du média du service public. Et justement, c'est ça où je voulais en venir. Et donc, dans le cas donc il y a des journaux qui, justement, les lignes, c'est ce que je voulais dire, c'est que des lignes s'affrontent. Je vais vous prendre un exemple concret. Chaque année se tient en France les Assises du journalisme. Les Assises du journalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui réunit toutes les écoles reconnues par la profession et qui, donc du coup, ce qui seront les futurs confrères et consoeurs, et dont beaucoup vont rejoindre le service public parce que c'est ceux qui embauchent le plus sur concours, évidemment, mais voilà. Et donc, chaque année, les Assises du journalisme proposent à tous les étudiants de voter pour l'enquête de l'année, selon eux. Bon, chaque année, on a l'impression que ça se joue entre Libé, Le Monde, Mediapart, Libé, Le Monde, Mediapart. Et en l'occurrence, peu après le 7 octobre, les Assises du journalisme et tous les étudiants de toutes ces écoles ont élu une enquête de Mediapart, comme pour eux étant l'enquête de l'année. Il s'agissait d'un article où Mediapart rendait hommage aux journalistes tués à Gaza par Israël. Donc, il les présentait un petit peu sous une forme
il disait, je sais pas, par exemple, s'appelait telle personne, aimait, je sais pas, la musique classique, a laissé 2 enfants. Et à chaque fois, il précisait un petit quelque chose, parce que Mediapart, on ne peut pas leur reprocher, ils ont fait le taf, ils ont spécifié. Il faut savoir que minimum 30% des profils de ces journalistes appartenaient au djihad islamique, au Hezbollah, au Hamas ou au FPLP. Et ça n'a pas du tout posé problème à mes futurs confrères, qui, au contraire, trouvaient magnifique l'hommage qui leur était rendu. Le reste, ils bossaient notamment pour Al Jazeera, donc je vous laisserai, on sera bien d'accord là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est des personnes qui après vont travailler sur le service public, mais pas que, notamment à des postes comme peut-être programmateur, comme peut-être au niveau des équipes du web, notamment. Moi, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que j'ai beaucoup de confrères qui font un travail formidable, qu'on soit ou non d'accord avec leurs opinions. On n'est pas d'accord sur tout et on a bien le droit. Mais le souci, c'est plutôt comment il y a chez, encore une fois, cette génération Z, chez ces jeunes journalistes, un point de vue là qui est quand même biaisé, qui pour le coup est montré parce que Mediapart ne s'est pas caché. Ils ont été, pour le coup, assez transparents. Ils ont dit que c'était des terroristes. Ils les ont mentionnés comme ça. Et ça ne les a pas empêchés, eux, de les admirer, de les choisir. Et donc, c'est ce qui est un petit peu révélateur de ce que ça peut donner dans les prochaines années. Je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as quelque chose que tu veux ajouter, peut-être en tant que journaliste ? Non. Ça dépend si on parle du service public, Ouais. C'est-à-dire de France Télévisions, de Radio France, où je ne pense pas qu'ils utilisaient, je pense pas avoir entendu le terme résistant pour parler de terrorisme sur le service public. Tu as eu des articles où par contre, service public de mémoire, il y avait otage pour parler des prisonniers palestiniens. Oui, ça, on l'a vu. Oui, alors il y a eu effectivement des choses comme ça, il y a eu parfois des rectifications, parfois non, Le Monde, il y a eu des erreurs. Maintenant, sur Radio France, France Télévisions, je dis pas que c'était parfait, mais ils sont pas allés jusque. J'ai écouté France Inter avant le 7 octobre. Après le 7 octobre, je ne pouvais plus écouter France Inter. Et Sophia Aram. Non. Ouais, j'adore. Ah, mais je plaisante. Pardon, le 7-10. Non, effectivement. En tout cas, si vous voulez, moi je peux vous dire quelque chose. Non, mais il parlait quand même des otages. Enfin, ça restait. Enfin, on peut pas comparer le service public, ce qu'on entend, même si on est d'accord ou pas, même si on peut trouver que c'est un peu plus à gauche que d'autres médias non du service public, ou qu'il y a qu'une voix, ou que peut-être il n'y a pas assez de multiplicité, de pluralité, de pluralité. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont pas parlé du 7 octobre comme un acte terroriste, qu'ils n'aient pas parlé d'otages, qu'ils ont pas... Enfin, voilà, en revanche, d'autres médias non service public, bon, qu'on ne va pas citer, où ça peut être très très grave, oui. Oui, alors... effectivement, de toute manière, s'il y a eu des faits, des termes problématiques, ils ont été modifiés après parce que c'était remonté. Il y a des directions qui suivent très très bien ces sujets-là, en tout cas dans le service public. Moi, mon bouquin, j'ai été invitée à le présenter à la matinale de France Inter. On a juste eu des soucis de calendrier. Ils m'ont invitée pour le présenter. J'ai été invitée sur France Info pour présenter le livre. Et vraiment très respectueusement. Donc je pense qu'il faut le dire aussi. Après, ça ne veut pas dire que moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était ces jeunes journalistes, cette relève qui m'inquiète. Mais là, pour le moment, il y a des directions qui tiennent le cap. Voilà, en tout cas. L'autre question, c'était... pardon. Est-ce que vous êtes grillée ? Ah oui, est-ce que je suis grillée ? Ah oui, pour la prochaine infiltration. Alors là, il va falloir quand même que je me fasse un peu discrète pendant quelques temps. Ça va être compliqué pour moi les manifs, même si j'adore vraiment. Là, la dernière fois, j'étais il y a quelques jours à Marseille. Il y avait une grande agora contre l'antisémitisme qui a été initiée par la région PACA. On était avec l'imam Hassan Chalgoumi, on était avec... il est vraiment hyper courageux, on était avec Yvan Attal, voilà. Et on était avec une dame, Denise Toros Marter, peut-être que je prononce mal le nom de famille, excusez-moi, auquel cas, qui est rescapée d'Auschwitz, qui témoignait.
Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que, évidemment, comme c'est un événement contre l'antisémitisme et qu'on est là, et bah, du coup, devant l'événement, déjà, ils ont voulu faire interdire l'événement. Ils n'y sont pas parvenus, les militants pro-palestiniens locaux. Du coup, ils ont essayé en masse de s'inscrire pour pouvoir prendre toutes les places et pas venir. Ils n'y sont pas parvenus non plus. Donc, en fait, ils se sont mis dehors à hurler sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, pendant qu'on avait une dame rescapée d'Auschwitz qui nous témoignait ce qu'elle avait vécu. Donc, en fait, ce qui était assez cocasse, c'est que déjà, ils étaient 34 sous la pluie, alors qu'on était plus de 500 à l'intérieur. Ça, c'est beau à rappeler. Et surtout, moi, je voyais que ça me manquait parce que j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur le terrain et d'essayer un peu de les confronter, quoi. De leur dire, ah bah alors... et du coup, c'est une sioniste, cette rescapée d'Auschwitz. Mais du coup, comment... Parce qu'ils savent pas définir le terme sioniste, par exemple. Enfin, voilà, les titiller un peu, de les confronter, ça, c'est ce qui me manque beaucoup. Après, je pense que... déjà, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la télé. Enfin, j'aime pas beaucoup aller sur des plateaux télé. Je le fais pour la promo de mes livres, mais après, je suis pas à l'aise. Donc, en fait, et c'est ce qui médiatise le plus, c'est ce qui fait qu'on oublie le moins un visage. Donc, peut-être dans quelques années, si on m'a un peu oublié, grimé différemment, je pourrais retourner. J'espère, en tout cas. Voilà. Dans les mêmes milieux? Je sais pas. Il y a du boulot. Il est quelle heure? Hein? Une dernière. À vous écouter, on a l'impression qu'il y a un petit groupe de gens qui diffusent fortement leurs idées dans la société. Comment pensez-vous qu'on peut renverser la vapeur? La dernière question. Tout d'abord, bravo pour la façon dont vous faites votre métier et l'intelligence avec laquelle vous décrivez les zones grises, c'est remarquable. Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces groupes très diffus auraient eu moins d'espace si le gouvernement israélien avait moins instrumentalisé peut-être la critique de la politique israélienne en l'assimilant de façon assez systématique à l'antisémitisme? Est-ce que ça leur aurait donné moins d'espace? Ok, merci à toutes les deux. Oui, alors déjà, vraiment, c'est une minorité bruyante qui radicalise une majorité molle. On le voit sur des campus pour en avoir sillonné beaucoup. Et on voit vraiment la différence, par exemple, à Sciences Po, à Paris, avant, quand il n'y a pas de direction, VS, quand il y a une direction, maintenant, ils doivent être 3-4, alors qu'avant, ils étaient beaucoup plus parce qu'il n'y avait pas de direction et qui radicalisaient les autres. Mais en moyenne, ils ne sont pas énormément. Là, je vous ai donné l'exemple de 34 devant l'agora de la région. Le souci, c'est comment les calmer, comment endiguer leur influence auprès de la majorité, les réseaux sociaux. En tout cas, aujourd'hui, c'est primordial. C'est vraiment les vecteurs. Voyez ces réseaux sociaux comme des mégaphones surpuissants qu'on donne à la portée de prédicateurs fréristes. On a vu les prédicateurs, certains prédicateurs algériens, imams, dont certains ont été renvoyés. On le voit aussi dans des discours abominables qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait des gros modérateurs qui soient mis en place pour pouvoir vraiment... on a l'impression qu'ils commencent tout juste à prendre la mesure de ce que TikTok représente. TikTok, application numéro 1 prisée par cette génération Z. Ensuite, la question de l'argent public. Si vous commencez à couper des subventions à des collectifs, si vous empêchez des salles municipales de donner des accès, attention, je ne dis pas, moi je suis très libérale, donc faites bien ce que vous voulez, tant que c'est le cadre de la loi. Donner des accès à des salles municipales, à des organisations liées au terrorisme, qui font de l'apologie du terrorisme, donner accès à des bourses artistiques, culturelles, etc., des personnes qui font de l'apologie du terrorisme, ça sort du cadre républicain, ça sort du cadre de la loi. Et enfin, sanctionner factuellement des élus qui ont des liens avérés avec le terrorisme. C'est tout. Je fais très attention à chaque fait. Ce sont juste des choses qui devraient relever du bon sens. On n'a pas à avoir des liens avec des organisations reconnues comme terroristes. C'est tout. Donc déjà là, ça calmerait quand même en influence. Parce qu'on le voit quand des collectifs sont dissous, que ce soit à l'ultra-droite comme à l'ultra-gauche, déjà leur boucle Telegram saute. Moi, j'étais sur la boucle Telegram de Samidoun à l'international. Et dès lors qu'elle a été reconnue organisation terroriste, on n'avait plus accès, nous, en France, à cette boucle Telegram. Donc, du coup, ils ont créé une boucle Telegram locale. Mais là, il suffit que ça soit reconnu organisation terroriste en France ou que ce soit dissous et les boucles Telegram sautent.
directement. Donc en fait, vous leur faites perdre en influence par le biais des canaux qu'ils utilisent, à savoir les réseaux sociaux. Voilà. La deuxième question. Alors, c'est vrai que moi, je connais pas, je suis jamais allée en Israël de ma vie. Je ne connais pas bien le conflit en tant que tel. C'est pour ça que quand j'en parle, je fais très attention en expliquant comment moi, ce conflit est instrumentalisé par la France, notamment en France, par des militants, par les deux extrêmes, parce qu'on a quand même un extrême qui dit qu'il est le bouclier des Juifs, quand on sait quand même que de l'autre côté, ils vont avoir des proximités avec des mecs du GUD, notamment, ou juste, moi, la dernière fois, on me parlait du Rassemblement national, je connais beaucoup moins parce que je ne suis pas l'ultra-droite, je suis l'ultra-gauche et l'extrême droite, mais on se rappelle juste les législatives anticipées. Je pense que vous n'avez pas oublié les profils qui avaient été choisis par le RN, dont certains avec des casquettes du Troisième Reich, d'autres profils où on voyait des liens avec des néo-nazis, etc. Voilà. Dans le cas du comment le conflit, donc dans une de vos prières juives, quand vous dites Israël, ça a posé problème à tous les autres militants parce qu'ils ont dit mais pourquoi ils disent Israël? Ils sont censés être antisionistes. Et ils essayaient de leur expliquer bah oui mais c'est quand même dans les textes et on s'était dit bah voilà pas d'antisémitisme. Oui mais vous dites Israël, vous devez pas dire Israël. Donc en fait c'est assez marrant parce que même au maximum du maximum de leur antisionisme / voilà. Eh ben, ils n'y arrivent pas, ils se rendent pas compte qu'ils ne seront pas profondément intégrés comme ils le souhaitent à ces luttes-là, même s'ils croient l'être, et que pour le moment, ils sont instrumentalisés, ils sont utilisés comme caution. Et comme je vous disais vraiment, moi j'ai fait des manifs, ils sont deux, hein. Une, deux, trois, généralement masquées. En tout cas, celles que je voyais, elles étaient masquées, cachées, de Tzedek en tout cas, mais pas plus. La deuxième question, c'est l'avenir. Alors, l'avenir, il y a beaucoup de choses. Il y a quand même eu des accords de paix, là, même si on voit que c'est compliqué à être respectés. Mais ces accords de paix, ils jouent beaucoup sur la question de l'impact médiatique et sur les réseaux sociaux. Là, ce qui a beaucoup troublé l'opinion publique, notamment les jeunes, parce que c'est important d'en parler sur l'antisémitisme chez les jeunes, c'est le fait qu'il y ait des posts et des vidéos où on voit le Hamas tuer des Palestiniens accusés de complicité avec Israël, mais quand même, mine de rien, tuer des Palestiniens à genoux, un par un, inlassablement. D'ailleurs, on a même Rima Hassan qui, dans sa story Instagram, a dit one by one, un par un, pour les tuer un par un. Donc ça a quand même créé des remous chez les gens qui se sont dit « Ah ouais, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas totalement en soutien des Palestiniens ». Ça, déjà, dites-vous que c'est un progrès immense, parce que ça fait 2 ans que, en tout cas, quand on est...